installés, on va démarrer pour essayer de ne pas prendre trop de retard. Et du coup, bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième journée de ce colloque autour des centres sociaux acteurs d'une société numérique humaine et solidaire. On va commencer avec une plénière d'ouverture. L'objectif de cette journée, c'est de se projeter ensemble un peu vers la société numérique vers laquelle on a envie d'aller, qu'on a envie de porter, qu'on a envie de construire. On va d'ailleurs consacrer cet après-midi à un temps de prospective. On va se prêter un peu à cet exercice-là toutes et tous ensemble. Mais avant ça, ce matin, on va échanger autour d'une question qui est comment faire du numérique un levier au service de la démocratie et de la justice sociale. J'entends quelques personnes. Ah, vas-y, Anne. J'en prie, viens t'installer. Allez-y, on va Du coup, hier, voilà, on a ouvert le colloque autour des transformations qui dépassent d'ailleurs uniquement le seul domaine du numérique, qui traverse notre société aujourd'hui. C'était l'occasion pour nous de prendre un peu de hauteur pour mieux comprendre où on en est et notre responsabilité à nous, acteurs d'éducation populaire, dans ces évolutions, dans ces transformations. Hier, c'était donc l'occasion pour nous de poser des éléments de constat, des éléments aussi d'ouverture, d'ouvrir des possibles. On a fait en quelque sorte un point sur où nous en sommes et l'objectif de ce matin, là, de cette discussion, c'est de parler un peu plus de là où on veut aller et avec quelle visée. Donc pour ça, j'invite les intervenants qui vont se joindre à moi, Jacques-François Marchandise et Isabelle Fouché, à me rejoindre pour poursuivre ensemble cette discussion. Et donc Jacques-François Marchandise, qui était déjà là avec nous hier matin, donc je te représente rapidement pour les personnes éventuellement qui n'étaient pas là. Tu es délégué général à la FIG, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et cette fois, tu n'es pas seul, tu es rejoint par Isabelle Fouché, tu es déléguée générale en charge du projet fédéral à la LCSF. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer avec toi, Jacques-François, si tu en es d'accord. Dans ton propos hier, tu as parlé de numérique subi. Ça, c'est un constat, je pense, qui était assez clair et partagé par la plupart d'entre nous. Et c'était l'occasion de le mettre d'un côté numérique subi, de l'autre un numérique serait souhaitable. J'aimerais bien qu'on puisse revenir un peu là-dessus. Mais juste avant ça, j'ai une première question pour toi qui est autour des transformations profondes que connaît notre société. Il nous semble qu'elle relève d'enjeux démocratiques, d'enjeux de justice sociale, d'enjeux écologiques. Et du coup, est-ce que tu peux nous aider rapidement à resituer la place, peut-être l'articulation, les liens du numérique autour de ces enjeux-là de démocratie, de justice sociale? En quoi peut-être la notion numérique amène un bout de complexité ou un bout de réponse dans ces questions-là et ces enjeux-là démocratiques et de justice sociale? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, je vais dire d'une façon très simpliste pour commencer, puis j'ai essayé de focaliser un peu mieux. Le numérique, c'est du pouvoir. Donc, voilà, si je vous explique le numérique, c'est du pouvoir, pourquoi? Parce que, en fait, dans l'histoire des civilisations, la technique, c'est du pouvoir qui va s'exercer absolument partout. Le fait de détenir le feu, de détenir tel ou tel des dispositifs techniques, de détenir l'électricité, de détenir le chemin de fer, etc. Ça a toujours structuré les pouvoirs dans les sociétés. Et le numérique, il ne fait pas exception. Au contraire, il a simplement une caractéristique assez intéressante, c'est qu'il distribue le pouvoir complètement différemment. Il baisse la barrière à l'entrée pour une partie des acteurs de la société. Donc, ça s'exerce pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça qu'on a à la fois Wikipédia et qu'on a des fake news. Il permet de structurer des liens, des coopérations et des communautés, là encore pour le meilleur et pour le pire. Il y a des communautés qui sont pas sympas du tout, qui s'emparent du numérique pour faire plein de choses. Et puis, il y a les centres sociaux qui sont merveilleux. Et puis, et en fait, il y a autre chose qui est derrière ça, c'est que le numérique, la longue histoire du numérique avec, au fond, le fait que
techniques soient à nos portées, dans nos poches, entre nos mains, nous permettant d'en faire des choses depuis la micro-informatique, la télématique, l'arrivée de l'Internet, l'arrivée du web et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas juste l'informatisation de la société, c'est la socialisation de ces techniques qui s'est jouée. En fait, ça a produit un lot assez considérable de promesses, puis de menaces et globalement de leviers. Donc, ce qui va être intéressant dans le numérique, c'est que souvent, il va faire partie du problème de pouvoir excessif dans la société. Souvent, il va faire aussi partie des horizons qui nous sont assignés. On dit, quel que soit le domaine de la société, demain sera numérique. L'école de demain, elle est numérique. La démocratie de demain, elle est numérique. La fonction publique de demain, la transfo de l'action publique, c'est numérique, etc. De façon complètement abusive, hein, il faut le dire. C'est des promesses intenables. Nous projetons sur le numérique des choses qui n'ont rien à voir avec lui. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les promesses du numérique, vous allez voir l'empreinte de tout un ensemble de choses qu'on aimerait bien réaliser et pour lesquelles on espère qu'ils nous servent de baguette magique, ce qui bien sûr n'arrivera pas. Et néanmoins, il y a quand même des leviers extrêmement puissants qui sont très ambivalents. Donc ça va faire partie des sujets sur lesquels on va pouvoir échanger ce matin. Oui, complètement. Il y a aussi quelque chose sur lequel on peut revenir, qui sont des mots-clés qu'on a entendus hier dans tes propos et puis dans ceux des intervenants qui étaient présents. On a entendu parler de sobriété, on a entendu parler d'éthique, de débat, de capacitation. Tout ça en parlant d'un numérique souhaitable, un numérique peut-être désirable. On a parlé de numérique humain, solidaire aussi. Est-ce qu'on peut aussi là essayer de commencer à caractériser un peu ce numérique souhaitable? Est-ce que ces mots-là, par exemple, c'est des ingrédients d'un numérique vers lequel on aimerait aller? Alors oui, on peut les qualifier positivement. Il y a une façon très utile de le faire, qui est de retourner ces termes, de se dire en fait, aujourd'hui, tous les constats négatifs qu'on peut faire sur le numérique sont, par exemple, qu'il n'est pas sobre, qu'il est extrêmement vorace, qu'il est extrêmement consommateur de ressources, d'énergie, que c'est une catastrophe pour la planète. Et en fait, on peut inventorier tous ces constats. Et hier, dans les échanges de la matinée, j'ai entendu, au fond, une inquiétude autour du fait qu'on n'y pouvait rien. Et en fait, ce que j'appelle le fatalisme numérique, on a quelque chose à déjouer en disant une des premières difficultés de ce fatalisme, c'est-à-dire on n'y peut rien, le match est joué, c'est des très grands acteurs très puissants ailleurs autrement qui n'obéissent à aucune règle, qui sont en train de dominer le numérique. Ce n'est pas entièrement faux. Hein. À quels endroits est-ce qu'on en peut quelque chose? À quels endroits est-ce qu'on a du jeu par rapport à ça? Il faut d'abord surmonter l'écueil du fatalisme, se dire, en fait, nous avons des leviers, ils sont assez importants, et il y a du souhaitable, et le souhaitable, par exemple, c'est que, oui, en effet, il faudrait mettre le numérique au service de la transition écologique. En effet, il y a des façons de faire pour faire, vous faites tous les jours, hein, faire du numérique des leviers pour une éducation aux médias, une qualification de l'information qui nous permettent de déjouer les fake news et de rentrer dans des sphères de confiance en matière de connaissances et d'infos. Et on va le trouver aussi bien sur des champs de liberté, sur des champs d'inclusivité, sur des champs j'allais dire, de partage de la valeur, hein, avec les questions des communs, par exemple, les énormes difficultés qu'on a avec le numérique, tous les constats épouvantables. L'un d'entre eux, c'est une évaporation de la valeur, c'est une production de richesse absolument considérable qui fait l'objet d'une captation assez considérable, les principales capitalisations boursières, alors que simultanément, il y a d'autres descriptions de la valeur qu'on voit par exemple dans les logiques de commun, de biens communs informationnels ou biens communs techniques d'ailleurs. Donc tout ça décrit effectivement en creux des intentions fortes pour le numérique. Merci Jacques-François, j'en profite parce que je vois le mur qui s'affiche en même temps. N'hésitez pas aussi à réagir, à envoyer vos questions, vos réactions. Vous avez le hashtag et le numéro de téléphone 07 67 67 29 56. Je me demandais si je l'avais par cœur ou pas, à peu près. On aura aussi un temps d'échange à la fin et de questions-réponses pour que vous puissiez participer.
Du coup, ce qu'on entend aussi dans ce que tu nous dis, Jacques-François, c'est que le numérique est bien un levier vers plus de démocratie, de justice sociale, et que on est, et nous, centres sociaux, on agit déjà sur ces questions-là, les centres sociaux dans leurs actions, en matière de numérique et même plus largement que ça, dans leurs actions, dans leurs approches, dans leurs visées, cherchent déjà, et on l'a vu aussi dans les expériences qui ont été partagées hier, à lutter contre les inégalités qui peuvent se creuser du fait de pratiques et d'outils numériques. Ils sont aussi sur des questions de développement, accompagner les habitants à développer un regard critique, accompagner les habitants aussi à prouver des actions et des pratiques démocratiques, les accompagner dans la protection de leur vie privée, de leurs données, etc. Donc les centres sociaux, avec le numérique et au-delà du numérique, agissent sur des questions de justice, d'égalité et de démocratie. Et puis Isabelle, là je me tourne vers toi, la LCSF et son réseau sont engagés depuis bientôt 2 ans dans une démarche congrès qui vise précisément à interroger, à renforcer le rôle démocratique des centres sociaux pour une société plus juste. Donc, Isabelle, pourquoi ce choix en fait, d'aller vers la démocratie, la justice sociale, et en quoi ce sont des notions qui sont fondamentales pour nous et dans notre réseau? Oui, alors derrière ce choix, il y a d'abord des constats qu'on peut faire sur le contexte actuel, avec des choses pas complètement nouvelles, mais des choses un petit peu plus nouvelles ces dernières années. D'abord sur la démocratie, une crise démocratique qu'on a l'impression maintenant d'avoir un peu toujours connue depuis des années avec, je vais très vite là-dessus, mais un constat d'un problème d'efficacité des politiques publiques, d'un problème de confiance dans nos institutions et dans nos gouvernants, l'abstention, les partis, les syndicats qui n'ont plus la place structurante qu'ils ont pu avoir. Et puis ces dernières années, l'émergence, la consolidation même de tentations autoritaires, de tentations populistes qui sont tout à fait inquiétantes pour l'état de notre démocratie. Donc pas la grande forme, on va dire, de ce point de vue-là. Et puis, en parallèle, un constat là aussi qui, avec quelques années maintenant, mais d'inégalités qui se creusent dans tous les domaines, avec, ceci étant, depuis moins d'une dizaine d'années, une rupture. C'est-à-dire que là où notre système de protection sociale a un impact globalement assez fort parmi les pays d'Europe sur la redistribution notamment des revenus, il y a un décrochage et une rupture qui s'est faite depuis moins de 10 ans. Alors les personnes riches continuent de s'enrichir, ça fonctionne toujours bien, on va dire. Mais il y a un décrochage au niveau des classes moyennes et des classes populaires qui est de plus en plus fort et qui pose complètement question, avec aussi là-dessus les dernières années, toutes ces idées de ruissellement et les idées que finalement, ce n'est pas grave si les inégalités s'accroissent, si les riches sont de plus en plus riches, parce que ça va ruisseler. Donc voilà, autant de constats qui inquiètent. Et puis, les inégalités liées au système scolaire, l'impact du diplôme sur les parcours des gens, qui est particulièrement important en France. Et c'est une particularité en Europe là-dessus aussi. Donc, il y a d'abord ces constats qui nous amènent à nous dire qu'on doit affirmer la démocratie comme projet politique aujourd'hui et que ça ne peut pas se faire sans une recherche concrète d'égalité. On ne peut pas continuer de promouvoir l'égalité des droits, la démocratie, si par ailleurs on laisse courir et se creuser des inégalités qui sont de plus en plus fortes. D'où le choix de ces deux thèmes qui sont intimement liés. Et puis, alors, c'est bien sûr une thématique qui est dans la continuité en fait de l'histoire de notre réseau. C'est pas une rupture ou c'est pas c'est pas complètement nouveau. On pourrait se dire que c'est même une manière d'approfondir en fait tout le travail que fait ce réseau sur son projet politique depuis des années. D'abord, c'est dans nos valeurs, c'est l'une de nos 3 valeurs fondamentales affirmées dans la charte, dans notre charte qui dit qu'on veut conquérir, ça y est, j'ai plus le texte précis, enfin, conquérir les espaces de liberté, enfin voilà, c'est l'une de nos 3 valeurs fondamentales. Et en fait, quand on regarde nos fondamentaux depuis des dizaines d'années, qu'on parle en fait d'animation globale, de développement social local, qu'on parle
d'éducation populaire ou plus récemment de développement du pouvoir d'agir. En fait, démocratie et justice sociale sont toujours en toile de fond de tout ça. Parce que derrière ces termes, il y a toujours l'idée qu'il y a un travail collectif à mener pour que les habitants jouent un rôle, pour qu'ils soient partie prenante de leur environnement, des décisions qui les concernent et qu'ils aient prise sur leurs conditions de vie et sur les inégalités qu'ils vivent. C'est quelque chose qui est structurant depuis le début de l'histoire de notre réseau et à l'aube de nos 100 ans, c'est une manière de continuer ce travail-là. Du coup, voilà, l'enjeu de ce congrès, c'est à partir de ces deux thématiques, de définir plus précisément ce que quelle est notre vision de la démocratie et de la justice sociale qu'on a envie de défendre, de promouvoir, et porter cette vision-là dans l'espace public et valoriser les contributions des centres sociaux et nos spécificités, nos pratiques en la matière. Voilà pourquoi c'est ces thématiques qui ont été choisies. Justement, tu parles de valoriser les contributions des centres sociaux sur ces questions-là. En 2020, on a lancé la démarche avec le buffet des idées qui a eu lieu là, au premier semestre 2021. C'était l'occasion pour nous de nous renforcer dans notre rôle d'acteurs sur des questions de démocratie et de justice sociale et de commencer à sentir et à mettre le doigt sur la contribution qu'on peut apporter sur ces questions-là. Là, on est quelques mois après le lancement et puis ce premier événement de buffet des idées. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on peut dire des contributions des centres sociaux sur ces questions-là? Oui, alors on va voir les deux volets. D'abord sur la démocratie, donc tout ça effectivement c'est le fruit du travail de plein d'ateliers dans le buffet des idées avec des chercheurs et beaucoup d'acteurs du réseau. Sur les diapos, j'ai simplement mis des mots-clés en fait, mais il y a des supports plus complets qui vont circuler dans le réseau sur tout ça, donc je vais peut-être aller assez vite. Sur la démocratie, il y a deux volets en fait. Il y a le rôle il y a la démocratie dans le centre social. Il y a la manière dont on vit et dont on expérimente la démocratie dans le centre social. Avec 4 mots-clés, on voit en fait que les centres sont un lieu où on expérimente concrètement une vie démocratique. Il y a une forme d'expérience démocratique qui se joue dans les centres sociaux. On peut citer bien sûr l'accueil inconditionnel, tout le travail qu'on fait sur l'accessibilité des centres, sur la participation à des activités, des ateliers, des groupes, des démarches collectives. La notion de travail associé aussi, parce que c'est une manière originale de dire il y a d'articuler des différences de contribution et de les considérer comme égales entre bénévoles, dans la coopération entre bénévoles et salariés, une attention à l'écoute de tous, des trésors d'imagination sur des méthodes d'animation qui permettent à chacun de s'exprimer, etc. Donc, il y a l'idée qu'on expérimente concrètement une vie démocratique. Et le deuxième mot-clé, c'est l'expression. On a une attention très particulière à la parole, au fait de pouvoir donner un avis, au fait de pouvoir témoigner de son vécu, de ses analyses. Donc, il y a une notion d'expression des personnes et des groupes qui est fondamentale dans la démocratie, dans notre conception et dans notre manière de faire. Troisième mot-clé, l'esprit critique, tu l'as dit. L'idée qu'en fait, c'est par le collectif qu'on se forme politiquement, qu'on étaye ses points de vue, par l'écoute, le débat. On retrouve là, vous vous rappelez, le dernier congrès, il y avait écouter, comprendre, agir. Donc là, on retrouve le comprendre. On a parlé hier de conscientisation aussi. Voilà. Et puis, quatrième mot-clé, le collectif. Là aussi, une particularité des centres sociaux, c'est que on expérimente par le collectif, on vit les complémentarités, les différences, la possibilité, parce qu'on a un collectif, de transformer les choses, y compris la possibilité d'intervenir sur le territoire, de dialoguer avec des décideurs, etc. Donc, la démocratie par l'action collective est très, très présente. Donc ça, c'est plutôt dans le sens social. C'est un peu schématique, bien évidemment, mais il y a après tout le volet, le rôle du centre social dans la vie de la cité, où là, on retrouve 5 fonctions en fait, du centre social avec des spécificités. Hein, là, quand on regarde le champ des acteurs qui sont impliqués sur la vie démocratique, il y a vraiment des choses particulières qui se passent dans les centres sociaux. Alors, toutes les démarches pour aller vers, on a parlé hier de proximité, de connaissance des personnes, de maillage, etc.
ces démarches pour aller vers, elles élargissent l'espace public. Enfin, c'est une manière, alors il y a lutter contre l'isolement, il y a créer du lien, etc., mais il y a un élargissement de l'espace public et il y a un travail sur les liens sociaux plus généralement qui est indispensable à la vie démocratique. Les centres sociaux sont à la fois sur le lien social entre des personnes, mais aussi entre des groupes, entre des familles, entre des associations sur un territoire, et puis sont sur aussi un lien social plus vertical, entre guillemets, de lien avec les décideurs. Et il ne peut pas y avoir de démocratie vivante sans ce lien social, sinon la démocratie se résume à un face-à-face entre des gouvernants et des gouvernés, pour le dire vite. Deuxième particularité, c'est le projet de territoire, évidemment, cette manière originale de construire un projet qui met autour de la table des habitants, des institutions, des élus locaux, et donc une contribution de la société civile au développement des territoires. Et après, on retrouve là, dans les trois autres mots-clés, les actions collectives, développement du pouvoir d'agir, etc., au-delà de ce qui peut se faire dans le centre social, des moments où des habitants interviennent dans l'espace public, arrivent à transformer leur environnement, à obtenir des choses, à revendiquer. Évidemment, c'est un bienfait pour la démocratie sur le territoire, et c'est très en lien avec le point suivant qui est le dialogue, en fait, entre les habitants et les actions de plaidoyer auprès des institutions. On retrouve là la notion de rapprocher les mondes qui a été évoquée hier. Depuis le début, dans le projet de ce réseau, il y a l'idée de rapprocher les mondes, de rapprocher les catégories sociales, de nouer des alliances entre les catégories sociales. Donc, on retrouve ça très fortement. Et là aussi, c'est une spécificité des centres sociaux. Et enfin, bien sûr, l'engagement citoyen, on sait bien que ce qui se passe dans les centres, ça a des impacts sur les parcours de vie des gens et sur leurs engagements. On pourrait citer l'exemple des jeunes, par exemple, sur les réseaux jeunes. On sait bien que ce qu'on fait dans les centres a un impact beaucoup plus large sur le territoire et sur la vie des personnes. Voilà, donc dans le centre social, on gagne du pouvoir sur nos vies. Oui, on peut dire ça comme ça, sur nos vies et sur le territoire. À travers tout ce que fait un centre social, il y a l'idée de gagner du pouvoir sur son environnement. Voilà, sur la démocratie, on voit bien que ça croise complètement des choses qui ont été dites hier. Hier, tout à fait. Et donc, sur la question de la justice sociale. Alors, sur la justice sociale, on retrouve trois volets. La première chose, quand on demande aux acteurs du réseau quelles sont les contributions des centres à plus d'égalité ou à plus de justice sociale, on retrouve le premier volet, le centre social comme outil d'égalité. C'est-à-dire qu'on va travailler dans le centre à l'accessibilité sur les horaires, sur les tarifs, etc. Et à travailler sur l'égalité de contribution, l'accueil inconditionnel, l'égalité de parole, etc. Donc là, il y a une conception de la justice sociale qui croise évidemment le rôle des centres sociaux dans la démocratie. La deuxième contribution, c'est tout ce que font les centres pour agir sur des inégalités sociales. Et là, on peut citer 5 thématiques qui ont été les plus fréquemment citées, que sont l'éducation, l'accès aux droits sociaux, je n'entre pas dans le détail, mais voilà, le droit aux vacances, l'accès à la culture et bien sûr le numérique. Je le cite en dernier, mais je pense qu'il était cité plus fréquemment en premier ou en deuxième. Il est très fréquemment cité, le numérique. Et en fait, sur tous ces champs, à travers toutes ces actions concrètes d'accompagnement scolaire, de permanence, d'appui à des démarches, d'organisation de séjour, etc., derrière toutes ces actions concrètes, on voit bien que la question qui se pose aux centres sociaux, c'est quel est leur rôle en fait dans ces politiques sociales. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un rôle, ça a été dit aussi par Frédéric hier, est-ce qu'on est dans un rôle proactif? Est-ce qu'on est dans une action curative des inégalités? Et souvent, on est sollicité par nos partenaires plutôt sur le deuxième type d'action. Et puis, ça nous invite du coup à réfléchir à la manière dont on conçoit nos contributions là, sur ces inégalités sociales, parce que c'est peut-être pas tout à fait pareil de se dire on contribue à plus d'égalité ou on lutte contre les inégalités. Et du coup, il y a un positionnement qui va être un petit peu différent et en fonction de ce qu'on souhaite faire, peut-être des objectifs et des manières de faire qui vont
qui vont différer un petit peu. Voilà, et le troisième volet, bien entendu, c'est la lutte contre les discriminations, où là, on se situe sur une injustice, sur des injustices flagrantes, puisque donc, les discriminations étant illégales, ça pose la question d'identifier ces discriminations, d'entendre le vécu des discriminations, de les identifier et d'identifier, du coup, les auteurs, entre guillemets, de ces discriminations. Donc là, on sait que ça pose beaucoup de questions de positionnement au centre, ça c'est clair, parce qu'il y a un rapport, du coup, la conflictualité qui n'est pas évident du tout, mais ce qu'on sait, et d'ailleurs il y a une publication qui vient de sortir du chantier national que je vous invite à vous procurer sur notre site internet, on sait que quand les centres s'engagent sur le sujet, en fait l'impact à la fois sur les personnes accompagnées, les personnes concernées, à porter leurs paroles et à dialoguer, à se confronter, on sait que l'impact est beaucoup plus fort sur ces personnes, sur leur parcours, leur manière de vivre ces questions-là, mais aussi sur le territoire et sur les personnes avec qui on arrive à nouer du dialogue et à résoudre ces problèmes. Donc là aussi, un gros enjeu en termes de justice sociale pour les centres. Et je voudrais juste finir, je suis un peu long, je peux prendre 2 minutes. Non, mais bien sûr, tu les as. J'ai 2 minutes. Alors, en fait, je voulais finir en partageant une notion qui a émergé assez fortement pendant le buffet des idées, qui a été apportée par Catherine Neveu, et c'est des travaux de Geneviève Duvaux, sur la démocratie du faire, en fait. C'est un peu une notion qui semble résumer pas mal ce qui se travaille dans les centres en matière de démocratie, en matière de justice sociale, parce que derrière, en fait, il y a l'idée que la démocratie, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, ce n'est pas juste des valeurs, c'est important que ce soit des valeurs, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas une notion générale, c'est aussi une expérience concrète. C'est un mode de vie. Et ça passe par l'échange d'idées et par l'action concrète, par le faire ensemble au quotidien, sur des projets, sur des jardins partagés, etc. On pourrait citer plein d'exemples. Et en fait, hier, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est la personne de l'INGEF, que les valeurs se nichent dans les pratiques, dans les centres sociaux. Donc cette notion-là, je trouve qu'elle le résume particulièrement bien, parce que souvent, on fait toutes ces choses, en fait, sans avoir vraiment conscience de l'impact que ça a et de notre contribution sur démocratie et justice sociale. Donc, il y a un enjeu de prise de conscience, peut-être, et de prise de confiance aussi dans ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait effectivement pour une société plus juste et une démocratie plus vivante. Et je trouve que cette notion, elle fait aussi référence à des savoir-faire anciens dans le réseau. On dit on est des faiseux, on est des artisans, on fait dans la dentelle, on est des fourmis un peu dans ce réseau. Avec des ficelles. On bricole, on a dit hier, on fait du sur-mesure, etc. Ces savoir-faire-là, ils sont très anciens dans le réseau, et je crois que c'est ces savoir-faire-là qui permettent au centre aujourd'hui de continuer d'être innovants, y compris sur des enjeux comme le numérique. Donc il y a un enjeu à voir que ces savoir-faire-là sont précieux et que cette expérience-là, elle est précieuse pour pouvoir se tourner vers l'avenir sereinement et faire face aux enjeux comme ceux du numérique pour la suite. Oui, puis ça fait écho, tu dis démocratie du faire, on parlait hier, Jacques-François aussi, tu disais numérique du faire, on se retrouve là sur ces notions-là, et justement sur le faire et la mise en action. Donc on voit qu'on a déjà des pratiques et des actions, mais là tu listes aussi, c'est aussi une visée, ce vers quoi on peut aller, ce qu'on veut renforcer aussi dans nos actions et nos pratiques. Là, ce qu'on entend, c'est l'approche, on va dire, du côté des centres sociaux, mais à la FING aussi, vous avez envie, vous êtes sur cette voie de se mettre en action sur ces questions-là. Concrètement, autour de quelles entrées et comment la FING se met en action sur ces questions, sur ces enjeux démocratiques, de justice, ces questions éthiques, de solidarité, etc. Alors, à la FING, on est un tout petit acteur, vous êtes un très grand réseau, donc on est un tout petit acteur très obstiné et très coopératif. Et on travaille sur énormément de sujets, jamais tout seul. Et ce que je constate, c'est que assez souvent, on croise les centres sociaux, on croise des acteurs de l'éducation populaire, on
engage des échanges, on engage parfois des coopérations, et on s'est dit ces derniers temps que c'était le moment d'aller plusieurs crans plus loin, pour plusieurs raisons. Alors d'une part, nous, à la FIG, à la base, on conduit des travaux de réflexion prospective sur les transformations numériques qui, en fait, nous servent de ruse pour s'occuper de choses qui ne nous regardent pas, donc de rentrer dans tout un ensemble de questions de la société qui ressemblent terriblement à celles que tu as mentionnées, Isabelle. Et en fait, si je le raconte en trois grands champs qui nous occupent en ce moment, c'est d'abord des questions d'inclusion, d'éducation et de capacitation, c'est des questions de liberté, de démocratie et de confiance, et c'est des questions environnementales, donc sur lesquelles on a des bagages, on a produit des choses collectivement avec beaucoup de monde, avec des entreprises, avec des associations, avec des chercheurs depuis des années, avec des acteurs institutionnels, et on se rend compte que au-delà de ces travaux qui sont à la fois de l'ordre du constat, autour de la réflexion prospective, etc., en fait, il va falloir dépasser ce stade, j'allais dire, du monde des idées et se demander, comme le disent certains grands auteurs, où atterrir. Qu'est-ce qui se passe après les chartes et les manifestes? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelle victoire est-ce qu'on peut remporter et avec quel levier et avec quelles alliances? Oui, et quelles pistes d'action voilà, mettre en place. Et donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Initialement, c'est un programme qu'on a appelé, c'est une réflexion prospective qu'on avait appelée Reset, en disant puisque on fait un diagnostic tellement sévère sur le numérique, une catastrophe démocratique, fiscale, environnementale, d'inclusion et informationnelle et autres, si on appuyait sur la touche reset, si on revenait à des intentions fortes, parfois utopistes, mais en tout cas très collectives et très constructives, qui sont derrière certaines descriptions et certains énoncés du numérique, qu'est-ce qu'on voudrait reconstruire? Et puis on s'est rendu compte que ce n'est pas juste un exercice de style, qu'il fallait embrayer plus loin. Donc on a commencé à mettre du monde autour de la table. On s'est dit qu'il fallait qu'on se dote d'un cadre général, d'une méthode. Et donc le cadre général, qu'est-ce que c'est? Première chose, c'est le fait de se dire, moi j'ai été très inspiré, très réactif à des choses qui ont émergé autour du pouvoir d'agir, autour de la question jamais sans nous, il y a quelques années, avant de construire nos travaux sur notre programme de recherche Capacity sur numérique et pouvoir d'agir. On connaissait bien les travaux de Marie-Hélène Baquet, etc. Et on se disait qu'il y avait à l'intérieur de ça un énoncé qui n'était jamais sans nous, et on a l'impression qu'avec le numérique, c'est un peu toujours sans nous. C'est-à-dire que tout un ensemble de choses sont faites pour notre bien, sans notre consentement. On l'a vu dans la période récente avec les controverses autour de la 5G, on l'a vu dans d'autres sujets, on va le voir de plus en plus avec le fait que la transition écologique se fasse à coup de capteurs, de compteurs, de péages, de pesages et ainsi de suite. Si on essaie de construire des actions sans la mobilisation de la société civile et sans qu'il y ait un cadre démocratique de ça, on va dans le mur. Ça veut dire tout le monde va dans le mur, etc. La bonne nouvelle, fugace, c'est qu'on voit des acteurs du côté des entreprises et du côté des institutions qui se rendent compte de ça. Qui se rendent compte qu'il ne va pas suffire que les grands pouvoirs politiques et les grands pouvoirs économiques s'entendent entre eux pour faire le meilleur des mondes demain, et ils se retrouvent avec le fait de dire il faudrait quand même qu'on en parle avec la société civile, mais où est-elle? Alors bizarrement, ils n'ont pas toujours trouvé votre adresse, ils n'ont peut-être pas les bons annuaires, peut-être pas les bons repères, etc. Nous, ce qu'on a essayé de construire, c'est une approche qui consiste à dire, sur tout un ensemble de sujets clés, on pose un diagnostic initial, souvent assez sévère, assez négatif. On se demande qui mettre autour de la table pour remporter des victoires, quels acteurs ont quel levier. On essaie de définir des
des horizons de court moyen terme, 2-3 ans, pas beaucoup plus, de prenables pour ne pas partir dans des délires sur lesquels personne n'a de contrôle. Et puis, on se met au travail, c'est-à-dire on essaie de négocier des chemins pour y arriver. Alors, le cadre méthodologique de ça, ça consiste à dire, nous avons besoin sur tous les sujets de mettre autour de la table 3 dimensions, offre, commande, usage. Je vais être plus précis. Offre, c'est les gens qui font le numérique, c'est les gens qui conçoivent les systèmes, les services, etc. Commande, c'est les acteurs institutionnels ou les grands commanditaires ou même les investisseurs qui mettent de l'argent dessus. Usage, c'est les positions et les postures des citoyens, des consommateurs, des usagers, de la société civile, des contre-pouvoirs, des gens qui accompagnent les publics, et ainsi de suite. Et ce mix-là, vous voyez bien que sur une des coalitions sur laquelle on est déjà beaucoup en échange avec vous et que vous allez copiloter, qui s'appelle dématérialiser sans déshumaniser. Est-ce qu'on peut dématérialiser sans déshumaniser? Quelle victoire on va remporter dans cette direction? La plupart du temps, c'est des sujets sur lesquels les politiques publiques, depuis pas mal d'années, ont fait porter toute la charge sur la dimension usage. Et évidemment, on constate que si on arrivait à agir sur les gens qui conçoivent les systèmes, à travailler avec eux, à les convaincre de faire autrement, en fait, on arrive à les convaincre. On arrive à les convaincre de dire si vous faisiez des sites de démarche en ligne plus utilisables, si vous imaginiez des rematérialisations par moment, si on imaginait d'autres façons de naviguer, de choisir, qui ne sont pas des pièges pour les gens, on éviterait que les acteurs de la navigation numérique accompagnent des publics en détresse vers des systèmes dysfonctionnels. Donc, un petit enjeu, on a pas mal de points d'avancement, pas mal de ruses pour le faire. Vous êtes déjà non seulement à bord, mais dans le cockpit de ce qu'on va engager à partir de janvier là-dessus. C'est que c'est des sujets forts sur lesquels on va avoir des alliés du côté, y compris des éditeurs, des industriels, des concepteurs du numérique, y compris des designers qui bossent autour des systèmes numériques, et puis y compris d'acteurs institutionnels, alors plus souvent territoriaux que nationaux, il faut l'avouer, qui sont très très d'accord pour aller dans cette voie-là parce qu'ils voient que ça leur crée des soucis. Sur d'autres sujets, hein, si je prends l'exemple de questions environnementales, on a un petit peu l'habitude de se dire, tiens, le numérique va sauver la planète, qui est un peu une plaisanterie quand même, le numérique va sauver la planète, mais tout simplement parce qu'on va faire des grands systèmes techniques qui vont être parfaits, qui vont optimiser tout ça et que les acteurs institutionnels vont les soutenir pour assez cher, hein, d'ailleurs. On va mettre de l'intelligence artificielle, on va mettre… rationalisation. Ça va bien se passer. Et en fait, on se rend compte que tout ça n'est pas transformateur et que donc, tout ce que peut faire une approche qui se joue entre acteurs du numérique et grands commanditaires, c'est de faire grossir la bulle, y compris le cercle de l'économie circulaire, etc., et pas du tout de transformer, par exemple, les relations. Et donc, comment on arrive à faire en sorte que, par exemple, les données environnementales d'un territoire soient actionnables par les acteurs du territoire? Qui d'entre nous, à l'échelle de nos territoires, connaît clairement le mix énergétique, les données de biodiversité, etc., les données de mobilité ou autres de son territoire et qui peut s'appuyer là-dessus pour prendre des initiatives collectives, se mobiliser, influer sur les décisions, etc. En réalité, presque personne. Il y a plein de très bons travaux entre très grands experts. Et aujourd'hui, on se retrouve à échanger avec le CNES qui produit de l'observation spatiale de la Terre et beaucoup de données qui pourraient être utiles à l'environnement, avec l'IGN qui est en train de rentrer dans une logique de géocommun qui est très intéressante, avec des acteurs des régions qui font des COP régionales, par exemple, et qui disent, en fait, on n'est pas mauvais pour produire des données, mais on ne sait absolument pas faire émerger des dynamiques d'usage. On leur dit peut-être qu'il faut faire confiance aux dynamiques d'usage, il faut les équiper, il faut prendre
des données plus prenables, il faut travailler sur la culture de la donnée, il faut avoir des scénarios pédagogiques dans lesquels les données environnementales rentrent en cours de SVT et de géo au collège et qui nous font progresser en éducation à l'environnement et en littératie numérique. Donc il y a plein de choses à imaginer, mais à condition d'accepter un 180 degrés, de dire que c'est les dynamiques d'usage qui vont être mobilisatrices et qui vont structurer les choses. Donc ça c'est le cadre méthodologique de base. Hein. D'une part, des dynamiques transformatrices qui vont du diagnostic aux horizons souhaitables et par les alliances d'acteurs, et puis le cadre plus précis qui est celui de la coalition. On a aujourd'hui construit au départ du projet presque une vingtaine de coalitions possibles. Il y en a 3 ou 4 qui ont bien avancé, il y en a quelques-unes qui vont démarrer de façon plus active en janvier, puis parfois il y a des stop and go, il y a des dynamiques qui partent bien, et puis il y a une nouvelle donne qui vient s'imposer, donc on pose les stylos et on range nos guêtres pendant quelques mois. Si je vous prends au-delà de celles sur dématérialiser sans déshumaniser, je vous prends 2 ou 3 autres exemples. Il y en a une qui consiste à dire comment est-ce qu'on va vers un numérique au service de la qualité démocratique. Donc, vous pouvez le lire à l'envers, c'est-à-dire n'est pas au service de la qualité démocratique quand on va utiliser des civic tech ou lancer des consultations en ligne qui passent par Facebook ou qui passent par les outils des GAFAM, etc. En fait, ça se passe pas très bien. C'est en termes de qualité d'information, en termes d'intégrité des processus, en termes de pas mal de choses, hein, de paradigmes qui sont là. Donc, ça se travaille et on a beaucoup travaillé là-dessus avec l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne qui copilote ça avec nous. Si je prends un autre exemple qu'on a engagé, qui pour l'instant avance à son rythme, qui pour moi est un enjeu extrêmement fort, c'est la question de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir un numérique au service de l'équité éducative. Là encore, ça part d'un constat très négatif. Aujourd'hui, je ne suis pas bien sûr, et nous ne sommes pas bien sûrs à la FIM, mais avec aussi beaucoup d'autres acteurs, que l'argent mis sur le numérique aille dans l'éducation, aille vraiment vers les enjeux principaux de l'éducation aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que ça aide à résoudre les inégalités socio-spatiales de l'éducation, que ça aide à résoudre les questions de capital social et de capital culturel, que ça aide les décrocheurs, que ça aide en fait les gens qui ont le plus besoin. Et on a plutôt l'impression que très souvent, le numérique vient aider ceux qui en ont le moins besoin et pas du tout répondre aux urgences sociales et aux urgences d'équité. Donc, je ne vais pas vous inventorier les nombreuses coalitions dont on a eu l'idée, celles qui valent le coup, c'est pour votre partie celles dans lesquelles vous pouvez souhaiter vous embarquer avec nous et jouer tel ou tel rôle, alors aussi bien à échelle nationale qu'à des échelles territoriales. Oui, c'est ça, parce que du coup, la FCSF et la FIM se rapprochent aussi pour s'engager dans ces coalitions et ces logiques d'alliance dans lesquelles on se retrouve bien, mais il y a aussi de la place et un enjeu plus local. Voilà, et typiquement, quand on a la métropole de Lyon comme partenaire de cette démarche RICET et que nous, on ne veut surtout pas se retrouver en tête-à-tête avec un très gros acteur institutionnel, ce qu'on leur dit, c'est l'échelle de votre territoire, hein, du territoire de la métropole de Lyon et alentour, c'est pas juste l'acteur institutionnel du territoire, c'est tous les acteurs associatifs, entreprises, chercheurs, etc., qu'on va pouvoir mettre autour de la table pour construire des victoires collectives. C'est un petit peu pareil quand on échange avec la région Centre-Val de Loire qui rentre là-dedans en disant nous, on a une COP régionale qui fait que les grandes personnes, les grands observatoires, les grands experts, les grandes institutions se parlent entre eux, mais on n'a pas le public à bord. Donc, c'est des endroits où on a juste besoin de reboucler avec vous. Quand on échange avec la métropole de Lille ou les Hauts-de-France, avec qui on a des échanges très, très riches, on a juste besoin de passer du temps avec les centres sociaux de ces territoires-là qu'on connaît bien
pour avancer. Quand on est à pas mal d'échelles régionales, départementales, locales, ultra-locales en Bretagne, c'est pareil. C'est des sujets sur lesquels, moi j'ai l'impression, je reviens sur beaucoup de points que tu as soulevés, Isabelle, en disant il faut juste comprendre que des acteurs ont des leviers. On n'a pas tous les mêmes, vous avez des sacrés leviers que tu as rappelés dans vos objectifs autour de la démocratie et de la justice sociale, tout simplement parce que, d'une part, vous avez formalisé ce cadre-là de valeurs et qui n'est pas juste du vaporware, qui n'est pas juste des mots-clés alignés quelque part, qui s'incarnent dans les pratiques, sinon ça ne vaut pas fripette, qu'une énorme partie du sujet qu'on rencontre tout le temps, partout, c'est une question de fabriquer une culture commune qui donne prise sur le monde par rapport à mon constat qui est vraiment un constat un peu catastrophique, qui est un constat de déprise par rapport au monde contemporain. Donc, vous donnez des prises, j'ai l'impression que c'est un de vos très grands rôles qui est ultra charpenté chez vous, etc. De façon plus ancrée, en fait, il va s'agir dans le monde de demain de faire territoire, et je voudrais juste insister là-dessus. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, moi j'ai vu comment le numérique pendant des années est intervenu dans les stratégies territoriales de façon complètement instrumentale et comme une politique publique à part, avec beaucoup de millions et de milliards sur la fibre, beaucoup de millions et de milliards sur les équipements et pas grand-chose sur les dynamiques sociales. Et en fait, quand on se projette un peu dans le monde de demain, c'est un monde plus incertain, c'est un monde qui va demander à des échelles territoriales de gagner en autonomie, de gagner en horizontalité, en capacité de coordination, etc. En 2020 et même j'allais dire même avant, on s'est rendu compte que, confronté aux crises du monde, on ne pouvait pas se payer le luxe d'avoir des politiques verticales gérées par des préfets ou gérées par des grands spécialistes et des grands ingénieurs. Ça n'allait pas le faire. Il y a juste besoin, voilà, quand on est à Rouen et qu'il y a Lubrizol, le fait que les approches de l'État ne mobilisent absolument pas la société civile, ni même d'ailleurs une part des acteurs territoriaux dans la solution de la crise, nous, ça vient de nous donner lieu à un an de coopération autour du numérique en temps de crise. Dans ces cas de figure-là, si on veut que la société soit un tout petit peu plus résiliente, il faut reconnaître beaucoup mieux des rôles d'acteurs comme vous. Donc, nous, on aimerait aussi servir à ça. Oui, et du coup, les mots-clés, là, qu'on entend, c'est logique d'alliance, de coopération dans lesquelles on se retrouve bien et qui, pour conclure un peu là-dessus, pour qu'on ait le temps de prendre quand même quelques réactions et questions aussi, qui vous permettraient ensemble de construire peut-être un numérique qui serait un numérique, je ne sais pas, d'EducPop, un numérique associatif. En tout cas, ça m'a interpellé hier quand tu as parlé d'un numérique capté par les industriels. Ça nous fait dire qu'on a une pensée d'un numérique associatif, d'EducPop autre à construire ensemble. Et donc, c'est ce vers quoi on peut aller et c'est un de nos leviers. Denis, je te vois, toi qui es maître réaction mur interactif. Est-ce qu'il y a une, deux, trois réactions que tu as envie ou questions que tu peux nous partager? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous avez été assez actifs ce matin sur alors vous et les gens qui nous regardent à distance. On rappelle que l'émission est enregistrée. Il y a trois grands types de réactions. Je ne les reprends pas toutes, pardon. Mais déjà, il y a une première question qui est posée et qui dit, mais en fait, on est quand même dans un monde où un système remplace l'autre. Est-ce que nos petits possibles peuvent vraiment influencer les changements? Voilà, l'action, même locale, même petite, est-ce qu'elle peut vraiment influencer les changements? C'est peut-être la question chapeau. C'est la question chapeau. Il y a une deuxième dimension dans les réactions, en fait, où on voit à travers les mots qui sont utilisés, notamment par Jacques François, sobriété, éthique, capacité. Les mots qui sont employés autour du numérique, ce sont aussi les mots qu'on emploie nous pour nous définir, pour nous caractériser. Donc là, il nous semble, c'est une réaction, mais qu'on a un lien très évident. Ça nous fait aussi plaisir d'entendre qu'on est un très grand réseau, que nous donnons des prises, que c'est structuré. Donc voilà, merci pour ça. Mais le pendant de ça, c'est quand même de dire
Mais on est peut-être un très grand réseau, mais est-ce que sur ces questions-là du champ numérique, il ne faut pas qu'on montre plus notre force du réseau pour nous, notre force du réseau en alliance, et ce côté fédérateur des habitants, finalement, à chaque échelon de notre fédéralisme, on ne le porte peut-être pas assez et on perd sûrement quelque chose par rapport à ça. Et puis après, il y a quelques questions sur notre posture ou des possibles de notre rôle quant au numérique. Alors, une première question qui est de dire, sans socio et GAFAM, est-ce qu'on doit avoir une posture là-dessus ou pas? Une deuxième question qui dit, alors qu'on veut développer la démocratie participative, le numérique, je la reformule, pardon, mais le numérique ne peut-il pas être un levier pour développer cette démocratie participative et donc une nouvelle forme, une nouvelle flèche à notre arc, si je puis dire. Et puis, enfin, on a aussi une question qui revient sur la dimension écologique et qui est de dire, mais notre réseau ne peut-il pas agir, ne peut-il pas avoir un rôle pour faire baisser le poids du numérique sur la question écologique. Voilà quelques-unes des réactions. Vous en avez vu d'autres. Je suis désolé, on ne maîtrise pas complètement en fait, la taille des caractères. Donc, si vous dites plus de 3 lettres, on n'arrive plus à les lire, mais on pourra le repartager avec vous. Bon, 3 mots. Oui, il sera accessible, cet interactive role après coup. Est-ce que l'un de vous deux a envie? Ça fait beaucoup de questions, donc on ne va pas répondre précisément à tous, mais il y a des réactions, des choses que vous avez envie d'apporter par rapport à ce qui a été partagé là? Moi, peut-être simplement par rapport à la démocratie participative et aux usages numériques, il y a des choses hyper intéressantes qui sont faites, qui peuvent être faites, qui ont un vrai impact. Après, je pense qu'il faut être conscient du type de choses qu'on peut faire avec les outils numériques en matière de démocratie. Et on ne peut pas tout faire. Parce qu'en fait, on voit bien que ce sur quoi on travaille, on navigue en complexité un peu. Et en fait, les outils numériques en matière de démocratie peuvent simplifier. Je caricature, mais si on est sur la logique de consultation massive par rapport au numérique, on voit bien qu'on est dans la simplification des questions, des possibilités de réponse, etc. Donc tout ça ne peut pas se faire sans un travail de fond, d'élaboration, de point de vue, de positionnement collectif, etc. Donc le travail sur les liens sociaux, sur l'éducation, sur l'élaboration de point de vue, il est indispensable et il ne peut pas se faire qu'à travers les outils, c'est pas possible. Donc c'est plutôt une question d'articulation, mais d'être au clair sur les limites aussi des outils par rapport à ces démarches participatives. Et puis peut-être, l'autre question, elle est énorme, mais elle est petite possible par rapport aux grandes évolutions. C'est pareil sur les évolutions de la société, il n'y a pas que sur le numérique, mais il me semble qu'il y a quand même une logique, une forme de résistance en fait par rapport à des grandes tendances qu'on peut avoir, avec toujours une visée de transformation. Mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment d'enjeux qui nous dépassent, et en tout cas la nécessité d'avoir du temps pour petit à petit influer et savoir ce sur quoi on veut influer, parce que si on regarde la montagne à gravir en la matière, si on regarde les GAFAM, pour caricaturer, effectivement, ça ne va pas nous motiver beaucoup. Donc, il y a une logique de résistance active, on va dire, qui semble positive et où il y a quand même un champ de possibles qu'on peut porter, nous, dans les centres sociaux. 2 points sur lesquels je voudrais, le premier, prolonger ce que tu dis, hein, c'est sur la question démocratique. C'est pas à vous que je vais dire qu'il n'y a pas de démocratie sans capacitation. Moi, j'ai travaillé beaucoup de cette dernière année sur notamment la construction et la mise en place de débats publics autour de la 5G. Tout simplement parce que un des premiers aspects, c'est déjà que nous, on comprenne de quoi il retourne et de se dire, on n'est pas juste en train de dire pour ou contre la 5G, on est en train de rentrer dans la richesse et la complexité de 5 ou 6 questions où chacun d'entre nous peut même avoir des contradictions internes. Et quand on va parler de la 5G, en fait, souvent, c'est pas de la 5G qu'on parle, c'est des ondes, c'est du numérique en général, c'est des questions de liberté en général, c'est plus largement des questions environnementales et ainsi de suite.
Et donc, il y a un rôle, il y a un levier très fort dans ce contexte-là qui a à jouer, qui est un rôle culturel. Si ce rôle culturel et éducatif, il est aujourd'hui y compris nécessaire du côté des formations des gens des formations supérieures, hein, des gens qui sont les décideurs du monde de demain. Si aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le manifeste des étudiants pour un réveil écologique, qui disent depuis un petit moment aux grandes boîtes du CAC 40, on ne vient pas chez toi, on est sur des métiers en tension et on est des très hauts diplômés pour des postes à responsabilité, on ne vient pas chez toi si tu fais n'importe quoi avec la planète. Moi, j'ai discuté avec eux sur, au fond, ça serait quoi un réveil numérique? Fais pas n'importe quoi avec les data, fais pas n'importe quoi avec l'inclusivité des systèmes, etc. Donc, dans les leviers qu'on a, et je réponds un petit peu à la question du milieu ici, quels seraient les réels avantages des systèmes offre et commande à changer leur conception? Moi, c'est des sujets sur lesquels je cherche tout le temps à la fois des ruses et des points d'appui pour faire levier. Un des points d'appui, c'est les employeurs du numérique ne peuvent pas se permettre de se retrouver avec 10 ou 20% de leurs employables ou de leurs employés actuels qui se barrent parce qu'on est en train de faire n'importe quoi et de construire des dégâts environnementaux et sociaux épouvantables. Deuxième chose qui va se jouer, c'est les constats qui ont été faits en 2020, les gens qui comprennent ce qui se joue avec le numérique et qui en sont partie prenante sont souvent des gens très imprévus dans les entreprises et les organisations. On se retrouve chez les acteurs publics avec des agents de catégorie C ou des agents assez précaires, etc., qui sont des cadors en numérique et à propos, ils ne sont pas connus du tout, etc., alors que les catégories A+, ils ne comprennent rien du tout. Donc, il y a aussi ces logiques-là, il ne faut jamais oublier cette chose-là. Et donc, potentiellement, ces acteurs-là, y compris, on va trouver chez eux des alliés internes qui sont à la recherche, parfois un peu désespérés, de la société civile, à l'intérieur des organisations avec un fait syndical qui n'est pas toujours en pleine forme lui-même, et puis du côté de leurs clients, de leurs consommateurs, etc. Nous, on travaille depuis des années sur les questions d'environnement de données personnelles. On a construit un concept qui s'appelle le self-data, en disant comment est-ce qu'on fait pour que les usagers eux-mêmes aient la maîtrise des données que les autres acteurs ont sur eux. Et en fait, on se rend compte que c'est un champ d'innovation à part entière et que les acteurs qui vont dans cette direction-là et qui disent le respect de la vie privée et des libertés, c'est un avantage compétitif pour nous, ils sont en train d'avoir des meilleures chances de répondre aux exigences des politiques publiques, de la vision européenne, etc. Et que c'est même leur seule chance confrontée aux acteurs américains et chinois. La seule voie possible pour des industriels européens aujourd'hui, c'est de développer une industrie numérique structurée sur des valeurs dont ils peuvent se dire que c'est des valeurs entre guillemets européennes, avec toutes les limites de cette notion-là, et tout le fait que quand on a cet énoncé-là, on est juste en train d'oublier les pays en développement et les pays pauvres. Mais néanmoins, ça fait partie des leviers, ça fait partie des ruses. Il faut arriver à faire rentrer, à gagner des victoires culturelles pour faire rentrer dans les formations supérieures des gens qui vont faire le numérique des enseignements, des compétences, des prismes et des questionnements qui n'y sont pas aujourd'hui. Il faut avoir des victoires culturelles et institutionnelles pour faire que quand l'argent public est mis quelque part, et nous avons des pouvoirs là-dessus, quand l'argent public est mis quelque part sur le numérique, il est mis avec des critères. Juste, on s'est rendu compte ces 2 dernières années qu'il n'y avait juste pas de critères pour l'achat public numérique. Donc, c'est en train de progresser. Il y a plein de gens bien qui sont en train de travailler. Et il n'y a pas non plus de critères quand l'argent public est mis sur l'innovation numérique, le soutien à l'innovation. Il n'était juste pas critéririsé. Alors, de temps en temps, on fait de la green tech, mais c'est vraiment epsilon par rapport à l'ensemble. Et on va se féliciter que sur la grande victoire de la French Tech, c'est une boîte française qui fait en gros des vignettes Panini en ligne, qui arrive à lever 500 millions d'euros et qui devient vraiment un fleuron, une future licorne, etc., ce qui est évidemment n'importe quoi. Donc, comment est-ce qu'on affirme de façon un peu plus forte
énormes enjeux qu'on a devant nous, et ces enjeux pour lesquels, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, on est dans des constats alarmants, il y a des urgences. Donc, vous savez que devant nous, il y a le mur d'un monde qui ne peut pas du tout supporter les crises climatiques auxquelles on va être exposé, on commence à être exposé, qui ne peut pas du tout supporter le déclin de la démocratie. Les deux sont juste insoutenables pour, j'allais dire, le cadre d'acteurs qu'on peut mettre autour de la table aujourd'hui. Merci, je vois qu'on mord un peu sur le temps, donc donnez-moi 5 minutes. Peut-être qu'on peut prendre quand même une ou deux questions, réactions que l'un ou l'une d'entre vous a partagées. Je laisse le temps aux mains de se lever. Éventuellement, je vais Cathy là-bas avec un micro. Et sinon, c'est vrai qu'on a encore tout un tas d'autres réactions qui sont partagées, qu'on n'a pas nécessairement le temps de creuser, mais je vous invite à garder, il y a des mots qui sont posés aussi autour de la low-tech, autour d'alternatives aux GAFAM, etc. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez garder et que vous pourrez réinjecter aussi dans vos échanges de la matinée, dans les ateliers, puis cet après-midi, sur les questions de prospective, quand on va vous inviter à penser au futur centre social numérique dans 10 ans. Voilà, est-ce que c'est un centre social qui sera autour de ces questions de low-tech, autour de ces questions d'autres outils, d'alternatives, etc. Enfin, voilà, je vous invite à réinjecter aussi ce qu'on se dit là, ce que ça réveille dans les travaux de ce matin et cet après-midi. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions ou réactions? Et bien, en direct, non. Ça marche. Et bien, du coup, merci beaucoup à vous deux pour cette matinée ensemble. Et donc, on poursuit ensuite les travaux en atelier. Je crois que vous avez une petite pause. Il va rester une dizaine de minutes de pause ou 5 minutes. On reprend à 45 jusqu'à midi en atelier autour de ces questions-là, d'éthique, d'écologie, de qualification, de démocratie. Merci beaucoup à vous.